Du coup, bonjour à tous, bienvenue pour cette avant-dernière conférence de Nexense et qui va traiter du greenwashing et du marketing durable. C'est assez fréquent que que les entreprises utilisent les tendances du moment dans leur stratégie marketing et les préoccupations environnementales ne font pas exception à la règle. C'est pour cette raison que de nombreuses entreprises tentent de verdir leur image et parfois elles le font un peu artificiellement. On parle alors de greenwashing. Comme cette pratique est devenue assez fréquente, beaucoup se méfient des messages publicitaires et ne croient pas réellement à l'existence d'un marketing vert. Mais au fond, le marketing peut-il réellement être durable et comment faire la différence avec le greenwashing? Nexense et le Student Marketing Club collaborent avec Sango et Roland Moreau pour essayer de répondre à cette question. Roland Moreau, c'est l'ancien directeur général de Greenpeace et il est aujourd'hui représentant du mouvement environnemental CESEW, c'est un peu dur à dire, et il est également professeur à l'ULB où il enseigne le développement durable. Et Sango, c'est une agence de communication fondée en 2017 destinée aux organisations qui aspirent à construire un monde plus juste et respectueux de l'environnement. Du coup, je vais laisser la parole à Roland Moreau qui commencera par traiter du greenwashing. Bonne conférence à tous. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez mes slides? Oui, on y voit bien. Voilà. Oui. Alors, juste une petite rectification. Donc, j'ai été effectivement directeur de Greenpeace pendant 4 ans, mais avant ça, 25 ans dans l'industrie en faisant essentiellement du recyclage. Et après Greenpeace, 18 ans directeur général au service public fédéral santé, direction environnement. Voilà. Tout ça pour dire, ça c'est du marketing de Greenpeace. 4 ans de Greenpeace, ça vous fout votre CV en l'air, quoi. Alors, donc d'abord, bonsoir à toutes et à tous, et je me réjouis évidemment de participer à cette discussion et d'apprendre beaucoup de choses sur vos deux clubs. Alors, je vous propose, je n'arrive pas, voilà. Je vous propose de travailler en 6 étapes. Donc d'abord, je vais donner un petit rappel du contexte dans lequel l'humanité se trouve. Puis, on va donner quelques définitions et quelques exemples de greenwashing avec une question de fond. Le greenwashing, est-ce que ce n'est pas trop grave comme situation? Est-ce qu'il n'y a pas là une perversité? Avec une question fondamentale, donc le marketing est-il compatible avec la durabilité? Et je n'ai pas l'intention de conclure, mais de lancer une discussion. Alors, depuis 12 000 ans, nous sommes officiellement dans une époque géologique qui s'appelle l'Holocène. La planète, vous le savez sans doute, a connu 5 extinctions de masse en 500 millions d'années et on s'inquiète d'en voir arriver une 6e, causée par l'homme, ce qui explique le choix du vocabulaire anthropocène, qui est donc bien évocateur d'une situation liée à l'humain, mais donc ce terme n'est pas reconnu aujourd'hui officiellement. Alors, durant toute cette période, on a évidemment assisté à un formidable développement de l'humanité, à un réel progrès. Les connaissances, la santé, la durée de vie, la richesse, le bien-être, donc beaucoup de très bonnes choses, mais malheureusement avec des effets secondaires. Alors, ici, celui sur la biodiversité, la pollution des océans et la consommation d'énergie. Alors, vous voyez ici une hausse exponentielle à partir de 1950. Et quand on regarde la ventilation de la production d'énergie, on voit 6% pour la biomasse traditionnelle, 80% de combustibles fossiles, c'est le message, 10% un peu plus d'éolien solaire et d'hydroélectrique et 4% de nucléaire. Alors, une équipe suédoise de scientifiques a déterminé, pour une série de domaines environnementaux que vous voyez là, des limites planétaires. C'est donc le cercle noir que je viens de montrer qui représente un peu la planète. Donc, des limites qu'il ne faut pas dépasser pour qu'on ait un environnement sûr pour l'humanité. Or, on a dépassé les limites pour le cycle de l'azote, pour la perte de biodiversité et pour le CO2.
et on est proche des limites pour 4 autres domaines. Alors, l'évolution du CO2 dans l'atmosphère illustre la tendance générale, vous allez voir ça. La courbe, ce n'est pas une courbe, c'est plat jusqu'en 1800. Puis ça monte régulièrement de 1800 à 1950. Et puis, on a une accélération, c'est le début de ce qu'on appelle la grande accélération. Alors, cette tendance exponentielle assez inquiétante que vous avez vue, eh bien, elle existe pour tous les indicateurs socio-économiques. Ce sont ceux que vous voyez en orange à gauche, et aussi pour tous les indicateurs environnementaux qui sont à droite. Et donc, ça explique qu'on parle d'anthropocène. Cette évolution, c'est quasiment donc un phénomène géologique. Et s'il y a des discussions, ce n'est pas de savoir si c'est oui ou non, c'est quand est-ce que ça a commencé, les uns plaçant ça au moment des grandes découvertes et de la révolution industrielle, et pour d'autres, on est plus proche de la fin de la guerre, la grande accélération et la société de consommation. Alors, je retourne à un graphique lié à l'énergie. Ce sont ici les émissions de CO2. La courbe est donc assez similaire et c'est logique puisque 80% des combustibles fossiles, eh bien, évidemment, sont responsables des émissions de CO2. Alors, on voit qu'en Europe et aux États-Unis, il y a eu une forte hausse et que maintenant, ça commence à diminuer. Par contre, c'est une explosion des émissions en Asie, en particulier en Chine. Et le défi, c'est qu'en 2050, il faut qu'on soit retombé à 0 émission. Donc, l'humanité a un gros problème. On a vraiment besoin de solutions fortes, réelles, pertinentes. Il y a eu toute une série de sommets internationaux, à Stockholm en 72, à Rio en 92, qui n'ont pas vraiment apporté de solution. En 2015, on a une année exceptionnelle au niveau international, l'accord de Paris et à New York, la signature des 17 objectifs de développement durable. Tout ça est traduit en Europe à travers le Green Deal depuis décembre 2019. Alors, je ne dois pas vous rappeler qu'il y a 3 dimensions au développement durable, vous le savez. Vous savez aussi qu'il y a 17 objectifs, mais cette présentation ici ne nous dit rien sur les liens et sur la hiérarchie qu'il y a à faire entre eux. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette présentation-ci, qui met donc en évidence les 3 dimensions du développement durable, mais qui envoie aussi un message très clair. C'est qu'il n'est pas possible de développer le bien-être des personnes et donc de soutenir longuement et durablement l'économie si, à la base, on ne dispose pas d'une planète qui est en bon état, c'est-à-dire celle qui procure les services écosystémiques et qui nous donne des ressources renouvelables. Alors, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille vraiment, vous aurez les liens, de regarder cette vidéo de 4 minutes sur le Green Deal, présentée par Ursula von der Leyen. Je ne compte pas vous détailler ce Green Deal, j'ai simplement mis en évidence l'une ou l'autre chose. Le premier point, c'est qu'il porte très mal son nom. Ce n'est pas une stratégie environnementale, c'est la seule et unique stratégie de croissance de l'Union européenne. Et elle vise donc bien une neutralité carbone en 2050, elle promeut l'économie circulaire et le respect de la biodiversité. Et donc, elle indique en fait ce que tout le monde devrait faire à partir de maintenant et les entreprises également. Cette stratégie ne laisse personne de côté, donc c'est le côté social bien évidemment, et c'est en fait un vrai message pour les générations futures. Alors, on rentre dans le sujet, après cette intro, vous comprendrez pourquoi elle est là, dans le vif du sujet. Alors, j'ai trouvé 2 origines au vocable de greenwashing. La première, c'est la combinaison de whitewashing, qui signifie donc blanchir ou dissimuler des informations, avec le green, puisque c'est bien dans le domaine de l'environnement. Il y a une deuxième origine où c'est lié à brainwashing, donc c'est finalement laver le cerveau des gens avec de la teinture verte.
Donc, ce greenwashing concerne à la fois des images et des allégations trompeuses et superficielles, je crois qu'on l'a compris, sur la durabilité ou sur la santé d'un produit, dans le but d'augmenter les ventes. Mais donc, ça peut, dans un sens un peu étroit, concerner des produits, dans un sens beaucoup plus large, le marketing ou le positionnement complet d'une organisation. Alors, j'ai trouvé ici sur un site la manière de décliner le greenwashing sous une dizaine de formes différentes. Donc, un langage flou, utiliser des mots comme écologique sans vraiment le définir, les produits verts, mais qui sont fabriqués par une usine qui pollue, alors des images un peu, enfin, non justifiées, par exemple un pot d'échappement dont sortiraient des fleurs, hein, pour essayer de dire que c'est vraiment propre, mettre l'accent sur un petit attribut vert alors que le reste de l'activité ne l'est pas. Alors, dire qu'on est le meilleur dans sa catégorie, c'est bien, mais si tout le monde est à un niveau qui est très mauvais, ça ne dit rien de bon, évidemment, en termes d'écologie. Le verdissement d'un produit dangereux n'en fait évidemment pas un produit sûr. Hein, on n'imagine pas une cigarette verte, par exemple. La technique d'utilisation d'un jargon scientifique pour essayer de faire passer un message et le camoufler plus ou moins. L'utilisation d'un label sans contrôle externe, le fait de ne pas fournir de preuves et évidemment le plus grave, c'est le mensonge pur et simple où on invente donc des arguments fallacieux. Alors quelques exemples, ben, ici vous aurez tout de suite compris qu'il y a la technique de la couleur. Ici, vous voyez le faux label, hein, EcoDrive, c'est juste une appellation du service marketing. Ici, vous avez la bouteille d'eau qui est la première, donc best in class, hein, la première d'origine végétale, hein, parce qu'on n'aime pas trop les plastiques, alors on met ça en évidence. Si on regarde bien l'emballage, vous voyez qu'il y a seulement 20% de plastique. Ce qui est plus grave, c'est que des analyses ont été faites et on découvre qu'en fait, il n'y a que 10% de matière biosourcée dans ce produit, enfin dans l'emballage. Fidji, ça c'est le comble du claim de greenwashing, puisque depuis 2008, cette bouteille qui fait le tour du monde, là, la société se prétend être non seulement neutre en carbone, mais carrément d'avoir des émissions négatives. Là, on est un peu dans le fantasme. Un exemple avec H&M et sa marque Conscious. Ici, c'est donc une niche, bien évidemment, par rapport à l'ensemble des activités, mais le pire, c'est que le gouvernement norvégien a fait des vérifications et constate qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments probants pour prétendre à ce claim de durabilité. Alors, comment faire bien, parce qu'il faut être positif pour qu'on puisse parler réellement d'un marketing vert? Eh bien, la clé, c'est d'être honnête, hein, transparent et de correspondre à différentes normes. Donc, il faut que les produits soient fabriqués de manière durable, à partir de sources renouvelables. Les produits doivent être exempts de substances toxiques. Il ne faut pas être simplement recyclable, hein, il faut toujours se méfier du mot recyclable. Le but, c'est d'être réellement recyclé et les produits doivent être conçus pour durer, être réparés et il faut évidemment réduire les emballages. Et donc, un marketing vert implique des stratégies. Ici, le site que j'ai trouvé en site 4. Donc, walk the talk, joindre le geste à la parole, c'est clair qu'il faut toujours être en fonction de ses valeurs. Donc, la transparence à la fois vis-à-vis des employés et les clients, se faire auditer et certifier en externe, et le fait de vraiment faire partie de la communauté et donc de travailler en partenariat, par exemple, avec des associations. Alors, deux bons exemples. Patagonia. Alors, celui-ci, il est assez intéressant parce que Patagonia, justement, évite le claim. Il fait même une espèce de marketing inversé, puisqu'il fait une déclaration de modestie. Nous n'avons pas toutes les réponses, nous sommes en chemin, nous nous améliorons chaque jour à travers nos actions.
Ici, Carrefour, qui a reçu un prix pour son activité dans le domaine du bio local. Mais évidemment, ça pose la question, c'est une activité de niche, quid du reste de l'ensemble de l'entreprise. Je vais assez vite, mais donc je vous suggère de regarder le document dont vous avez les références ici et surtout la conclusion, parce que je la trouve très intéressante, donc sur l'impact financier. Il y a une étude qui démontre donc que les entreprises qui sont sincères et qui démarrent réellement une transformation substantielle de leurs activités voient leur capitalisation boursière augmenter, et celles qui sont prises à pratiquer du greenwashing, eh bien, voient leur cours de bourse diminuer sur le long terme. Alors, certains prétendent que le greenwashing, j'ai déjà entendu ça, pourrait être un premier pas très modeste dans la bonne direction, à éviter parce que la perception est évidemment négative et une fois que vous avez brisé la confiance, vous n'allez plus la retrouver. Regardez ce tableau plus tard avec attention, il vous explique comment passer de la responsabilité sociétale, qui est déjà un premier pas, vers la création de valeurs partagées, qui est quelque chose de mieux. Je vais détailler ça sur ce schéma, qui est un très très bon résumé. Donc vous voyez à droite que plus on monte dans la pyramide, plus on est durable. Et donc l'idée, c'est de dépasser évidemment la contrainte, c'est le minimum de respecter la loi, et de devenir un acteur constructif. Et donc, pour ça, il faut passer de responsabilité sociétale à valeur partagée. Et l'idéal est de devenir ce qu'on appelle une entreprise à mission qui intègre réellement tous les objectifs du développement durable. Alors, ce qui est également intéressant en termes de démarche, c'est de voir que quand on est au bas de la pyramide, généralement, il y a un seul département qui est concerné, c'est la communication. C'est évidemment mieux que la production soit impliquée et que les produits correspondent aux standards que j'ai montrés il y a quelques minutes. Le marketing peut alors se mettre en route, mais l'idéal, c'est qu'on soit au niveau du PDG ou du comité exécutif. Et ce qui est en fait encore mieux et fondamental, c'est que l'ensemble des actionnaires, et en tout cas le conseil d'administration, adhèrent complètement à la vision du patron. Alors, on va passer maintenant au niveau plus large du marketing et je vais être éventuellement polémique un tout petit peu après. Donc ici, il y a un rappel de qu'est-ce qu'il faut faire pour bien… Bon, le marketing, c'est comprendre et satisfaire les besoins et les demandes du client. Et donc maintenant, ça paraît logique de développer et de mettre sur le marché des produits respectueux de l'environnement. Et donc le message, vous l'avez déjà entendu, ne faites pas semblant, faites les choses sincèrement. Donc assumez votre responsabilité sociale, changez vos pratiques commerciales, réduisez les emballages. En fait, allez vers une forme de sobriété également et revoyez la composition de vos produits. Mais le message probablement clé que je veux donner ce soir, il est ici. Donc, le rappel d'une formule clé, c'est une équation de base qui, le I, c'est impact, donc c'est l'impact de l'humanité sur l'environnement, qui est donc un produit, comme vous le voyez ici, de 3 facteurs. Alors, il s'agit de la population mondiale, il s'agit du A de affluence, c'est-à-dire le PIB, la richesse moyenne individuelle, et le T de technologie. Alors, la population mondiale, vous le savez, augmente, on est à 7,8 milliards d'habitants, elle est toujours en expansion et elle a évidemment un impact sur l'environnement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1900, le nombre d'habitants a été multiplié par 5. Mais il y a un autre facteur qui est encore plus important, puisque le PIB, lui, dans la même période, a été multiplié par 40. Et donc, pour maintenir les impacts à un niveau raisonnable, eh bien, il faut éviter, bien évidemment, que la technologie apporte des impacts négatifs. Et par contre, il y a un espoir énorme dans le fait de voir la technologie réduire drastiquement les impacts.
Alors ici, c'est le slide le plus polémique que je vais vous montrer. Je l'ai intitulé un peu « Appeler un chat un chat ». Donc, une entreprise qui cherche à maximiser son profit, par définition, elle cherche à augmenter son chiffre d'affaires, c'est-à-dire ses ventes et ses prix. Et donc, a priori, elle aime les augmentations de population, puisque ce sera davantage de clients. Elle aime les augmentations de PIB et de pouvoir d'achat. Il y aura plus de quantité à vendre à des prix normalement plus élevés. Elle aime aussi les innovations technologiques et la mode aussi, qui vont permettre des prix plus élevés et le renouvellement par obsolescence. Elle aime aussi réduire ses coûts. Alors, ça peut se faire par délocalisation. Et là encore, la population joue, parce que plus de population dans des pays en développement, c'est moins de salaires. Et par l'automatisation grâce à la technologie. Et on constate donc que en business as usual, avec ce qu'on apprend généralement à l'université, eh bien, les indicateurs semblent aller vers une augmentation des impacts. Et donc, ça signifie que si on veut vraiment aller vers la durabilité, eh bien, il faut un changement complet de paradigme. Il faut passer à la fonctionnalité, au partage, au bien commun. Alors, je ne voudrais évidemment pas vous démoraliser, et donc mon message, c'est celui d'un lanceur d'alerte, c'est de dire, quand on comprend le danger réel, qu'on fait confiance et qu'on travaille ensemble, il y a moyen d'arriver à résoudre les problèmes. Eh bien, une société, et en plus américaine, l'a fait et continue à le faire. Donc, Interface, vous voyez ici, c'est une multinationale spécialisée dans le recouvrement des sols, bureaux et logements. Alors, son ambition est claire. On a vraiment une entreprise à mission, vision sociétale. À la base, ils se sont fixé un objectif symbolique très ambitieux, c'est mission zéro, donc fini les déchets et fini les émissions de gaz à effet de serre. Interface promeut la location de services de recouvrement de sol plutôt que la vente. C'est donc bien de l'économie de fonctionnalité. Ils pratiquent le biomimétisme et leur prochain objectif réellement ambitieux, c'est d'utiliser des matières naturelles et de stocker du carbone dans leurs dalles, donc dans leurs produits de recouvrement de sol. Les chiffres ici parlent d'eux-mêmes, je les ai mis en vert, je ne les détaille pas. Vous savez que les gouvernements les plus ambitieux visent pour le moment du moins 50% à l'horizon 2030. Si vous regardez les chiffres d'Interface, vous voyez qu'ils atteignent 90%, voire plus, dans la plupart des domaines. Ça montre donc que quand on a vraiment la durabilité dans la stratégie, c'est possible. Alors, quelques conclusions temporaires, et encore une fois, il y a un point d'interrogation parce qu'elles ne le sont pas, on va discuter. Le greenwashing participe directement à la désinformation des consommateurs. Il contrecarre les efforts importants de sensibilisation des pouvoirs publics ou des associations. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il discrédite finalement les progrès des entreprises qui font vraiment le boulot, les entreprises à mission, puisqu'on a tendance à faire un amalgame. Et mon point le plus important, c'est que le greenwashing, il a un côté relatif, puisque comparé à Interface, eh bien, on peut dire que la majorité des entreprises, eh bien, elles font du greenwashing par leur manque d'ambition. Donc, je suis ouvert à tout commentaire et discussion, et je propose donc qu'on discute de cette compatibilité du marketing avec le développement durable. Le marketing peut-il se mettre au service de la fonctionnalité, du découplage, voire de la sobriété ou de la décroissance? Ça va être un défi. Est-ce qu'il y a une solution à tout ce qu'on est en train de discuter tant que les prix ne reflèteront pas les externalités environnementales? Et enfin, si on admet qu'il y a perversité, est-ce qu'il ne faut pas sanctionner ce greenwashing? Je conclus, encore une fois sans conclure, avec ce cartoon qui exprime au fond le déni. Personne n'a envie d'évoquer la fin de notre civilisation, qui est
accro et fort accro aux combustibles fossiles. Et donc, on préfère croire ce business as usual qui est très réconfortant, qui rassure et qui flatte les consommateurs. Et donc, moi, je pense qu'il est grand temps de développer un nouveau narratif qui va vanter l'efficacité, la sobriété et le partage. Alors, il paraît qu'une bonne présentation, et je ne sais pas si la mienne était bonne, mais doit toujours citer Gandhi ou Einstein. Donc, moi, j'ai choisi Gandhi. Et donc, le message que je vous donne, c'est à vous de jouer et essayer de renforcer le Green Deal, mais surtout pas de renforcer le greenwashing. Voilà, vous trouverez aussi quelques références et j'arrête le partage. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation hyper intéressante. Du coup, on va enchaîner avec Sango qui va présenter sa solution au greenwashing et à d'autres problématiques qu'on rencontre souvent dans le marketing. Je laisse donc la parole à Sango. Merci pour la super introduction de Roland qui a bien introduit le sujet. Et on est assez alignés en termes de vision par rapport au greenwashing et à la communication de manière générale et aux rôles d'entreprise de manière plus large. Donc, on a posé la problématique dans la slide suivante pour répondre à la question que Laf avait posée, qui était comment, en tant qu'agence de communication, éviter le greenwashing. Donc, c'est un sujet qui est très, très large. En 20 minutes, on va avoir du mal à tout couvrir. Mais alors déjà, premier point, pour répondre à une des questions qui avait été soulevée par Roland, quand on parle de marketing et de sustainability, etc., c'est deux termes qui, a priori, semblent en effet en opposé. Le parti pris de l'agence, nous, c'est vraiment de penser que le marketing, ce sont des outils, donc neutres, que l'on peut utiliser à bon ou à mauvais escient pour servir des causes bonnes ou mauvaises. Et avec l'agence, donc tu peux passer les slides suivantes. Donc l'agence a été créée, comme tu disais, en 2017 par deux personnes qui travaillaient à l'UNICEF au Congo, avec un constat qui était que donc depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup d'indépendants qui sont, beaucoup de créatifs qui sont indépendants. Mais donc, ce sont des personnes qui sont assez isolées dans leur métier et qui, quand un graphiste reste dans son côté à faire des flyers, un webmaster à faire des sites web, mais sans vraiment avoir un impact global par rapport au sujet sur lequel ils travaillent. Et donc, une des raisons pour lesquelles l'agence a été créée à la base, c'était vraiment de créer un collectif pour pouvoir réunir différents experts du secteur de la communication. Mais aussi, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de projets. Donc, par exemple, pour faire la production d'une vidéo sur un projet d'UNICEF au Congo, il faisait venir un réal de Paris ou de New York, alors qu'il y avait plein de compétences locales à valoriser. Donc, c'était aussi avec l'envie de changer un peu le narratif et de sortir un peu des clichés de sauvons l'Afrique, montrer des petits Africains avec le ventre creux, etc. Et de partir sur une communication qui met en lumière les actions qui se font de manière positive, parce qu'il y a plein de projets qui sont en cours. Et donc, voilà, donc d'utiliser la communication comme un moyen d'accélérer la transition et de souligner l'impact et justement d'amplifier le message des acteurs du changement, mais aussi de donner envie aux gens, non pas de pointer du doigt les mauvaises choses, mais justement d'inspirer, un peu comme tu le disais avec ta phrase sur Gandhi, c'est incarner le changement et justement de donner envie aux gens de vous suivre. Donc voilà un peu l'idée de base de l'agence qui a été créée, Et donc on est parti au fait sur des bases. Nous, on a repris l'agence depuis 2 ans et on a essayé d'y intégrer un maximum de valeurs. Une des premières valeurs a été de créer l'agence sous forme d'ASBL. C'est très particulier quand on développe une start-up parce que c'est un peu notre cas, c'est qu'on n'a aucun attachement sur des dividendes ou sur une possession de la structure et donc il n'y a absolument aucune logique de vouloir rémunérer du bénéfice en fin d'année. Donc, c'est déjà un positionnement qui est assez fort. Pourquoi ? Parce qu'on travaille beaucoup pour beaucoup de fondations et d'entreprises qui ont ce statut-là et qui ne cherchent pas nécessairement le profit, mais aussi parce qu'on voulait avoir un système de fonctionnement où chaque membre de l'équipe sait qu'il travaille dans une structure qui vise l'impact
qui vise le relationnel, qui vise l'intelligence collective, mais qui n'est pas là pour, à chaque fois qu'on va lancer une personne sur une mission, on ne va pas nécessairement vouloir essayer de tirer des profits économiques sur cette personne, ce qui est un peu plus le modèle classique. Et ce qui est intéressant, si tu vas aux slides suivantes, donc on fait toute une série de services et le but n'est pas vraiment de parler de tout ça aujourd'hui, ni de vendre l'agence, mais on fait vraiment un peu de tout aujourd'hui. Tu peux aller au slide suivant aussi, où on travaille aujourd'hui pour pas mal d'organismes et d'entreprises différentes, à la fois des grandes entreprises ou des grands organismes mondiaux comme Amnesty, UNICEF, Proveg qui valorise un monde végétarien en diminuant la consommation de viande, la European Climate Foundation qui est ici à Bruxelles et qui est quand même une grosse structure, mais on aide surtout et on aime surtout travailler pour des plus petites structures locales. Il y en a d'autres, la Fondation Lund, il y avait un slide qui venait de Guibert Delmarmol, qui est d'ailleurs le fondateur ou le directeur de la Fondation Lund. Et voilà, on travaille pour des grands, des plus petits, mais ce qui est intéressant de dire, c'est que ce qu'on a décidé de faire pour les clients ou les potentiels leads qui rentrent dans l'agence, c'est de ne pas nécessairement avoir une feuille de route avec des cases rigides en se disant, on a une fondation qui a été créée par des anciens actionnaires d'une boîte qui a un impact négatif sur la planète, donc du coup c'est blacklisté, on ne peut pas travailler pour eux. Mais on fonctionne avec un système qui est lié à notre collectif, et dès qu'au fait une demande rentre dans un questionnement, dégage un questionnement, donc ça peut être par exemple une organisation qui est religieuse, qui est politique, ou une fondation qui est liée à une entreprise comme Total, comme L'Oréal, etc. Et donc, nous, on va vraiment essayer de réfléchir en tant que collectif et on veut rester toujours flexible là-dessus. On va se dire, quelle est l'intention première de cet organisme qui a été créé? Et si l'objectif est d'aller prendre du revenu d'une entreprise qui a un impact négatif pour l'insérer dans un programme qui est vraiment concret et réel sur une amélioration de différents critères qui peuvent toucher, par exemple, aux points qui ont été évoqués, là, qui étaient validés par l'ONU. Pour nous, c'est une démarche qui est positive parce qu'il faut absolument, justement, rediriger les revenus et la ressource économique vers des organismes et des entreprises à impact. Donc, nous, on reste très flexible sur cette question-là, mais ce qu'on essaye vraiment de détecter en tant que collectif, c'est quelle est l'intention première. Et si on remarque que vraiment l'intention est de se redorer la pilule en faisant vite fait une fondation qui va s'appeler L'Oréal Impact, et que clairement derrière, il y a du beau greenwashing et on essaye de détecter ce qui ne va pas. Nous, ce qu'on essaye aussi de faire et pousser nos clients à avoir cette approche, c'est l'approche holistique, c'est de se dire, ce n'est pas juste rentrer dans l'impact, ce n'est pas juste aller toucher la dernière couche qui est visible par les prospects, la clientèle ou les consommateurs. Il faut réellement vouloir incarner différents éléments dans son fonctionnement. Et ça, il y a des boîtes qui le font très bien. Patagonia, évidemment, c'est un exemple très connu. On va peut-être vous présenter aussi un autre exemple d'une entreprise qui met complètement en transparence tout son bilan carbone. Ils indiquent bien qu'ils ne sont pas parfaits, mais au moins, ils véhiculent l'information. Ils sensibilisent le consommateur sur l'impact que la société a. Et pour nous, c'est presque le plus important, en sachant que c'est déjà un premier pas vers le fait d'être conscient de l'impact que peut avoir une activité. Ensuite, ce qui est important, c'est de voir aussi ce qui est mis en avant pour essayer de résoudre ces problèmes-là. On peut peut-être passer à l'autre slide. Parce que c'est vrai qu'on a essayé au départ de se dire on va faire un tableau Excel en mettant voilà les critères. Si c'est une ONG d'office, c'est bon, ça rentre dans les clients qu'on accepte. Si c'est une entreprise, direct, on ferme la porte. Et en fait, on s'est rendu compte que si on veut vraiment que le monde change, il faut que le changement vienne de partout et que l'entreprise classique se mette aussi à se transformer. C'est une question
qui est très complexe, tout ce qui est greenwashing, qu'est-ce qui est bien, pas bien, et on n'a pas de réponse, nous. Mais on essaye, comme le disait Benoît, c'est que dès qu'il y a une demande qui arrive, on y réfléchit, on essaie de sonder autour de nous, on regarde par exemple le pourcentage qui est alloué à cette fondation par rapport au reste de l'activité, si c'est 1%, si c'est 30%, quelle est la vision long terme de l'entreprise aussi. Est-ce qu'ils sont actifs sur différents marchés? Est-ce que ce programme il est actif sur les marchés qui sont, où l'entreprise opère? Et en effet, c'est bien beau de dire on va faire un site hosté sur un serveur green, mais à côté, s'ils payent leurs sous-traitants avec des salaires indécents ou que les chaînes de supply chain sont aussi pas géniales, bah dans ce cas-là, le problème n'est pas global. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment déjà, comme tu disais, Roland, de comprendre est-ce que la décision est portée par le board ou est-ce que c'est juste le département CSR dans un petit coin qui va dire je vais faire un petit rapport pour que tout le monde soit content. Donc, il y a pas mal de critères qui rentrent en ligne de compte et en fait, notre idée de départ de faire un tableau Excel a été mise de côté pour se dire en fait, on va réfléchir de manière ouverte au cas par cas. Et nous, ce qu'on essaye évidemment toujours lorsqu'on discute de missions avec des clients, c'est d'essayer de comprendre leur approche, de challenger la demande et d'essayer au fait toujours de voir s'il est possible d'inclure lors d'un workshop collectif un maximum de personnes au sein de leur entreprise ou de leur organisation pour premièrement venir avec ce principe d'intelligence collective où justement des personnes qui vont être à différents échelons de l'entreprise vont pouvoir avoir une parole sur l'action de communication qui est développée. Et souvent, dans ce genre d'exercice et d'atelier, c'est là que certaines vérités vont pouvoir ressortir et que on va remarquer que le message de communication n'est pas aligné à l'ADN et au fonctionnement de la structure et que donc on peut potentiellement rentrer dans un éventuel greenwashing si on est vraiment juste en train de soigner le message à la fin alors que le fonctionnement interne n'est pas aligné avec ce message. Tu peux aller au slide suivant. On a donc, bon bref, ça c'est pas trop important, mais donc oui, on est plusieurs. On peut aller aussi au slide suivant encore une fois. Ce qui est important aussi chez nous, c'est qu'on a voulu dégager une partie de notre chiffre d'affaires dans un fonds qu'on appelle Sanvo Social. Et avec ce fonds, en fait, on aide en pro bono, donc gratuitement, des organismes à impact dans leur support de communication, en sachant qu'on va bien évidemment viser les organismes ou les non-profit ou les projets qui n'ont pas nécessairement toujours les moyens de se financer, mais dès que notre équipe tombe amoureux du modèle que ces intervenants développent, ben on va les sélectionner et leur offrir, en fonction de leurs besoins, un nouveau site Internet, une nouvelle identité. Donc voilà, moi je pense que n'importe quelle même entreprise à dimension commerciale, aujourd'hui, à l'heure actuelle, doit absolument intégrer ce genre de programme. C'est presque une obligation aujourd'hui de se dire que il faut avoir une logique de recevoir de l'argent de ses clients, etc. Mais on n'intègre pas assez aujourd'hui dans notre société et dans les modèles start-up, business et autres, l'idée de redonner et de vraiment donner des choses et donner du temps et donner même des ressources. Et ça, il n'y a rien à faire. C'est ça qui fait aujourd'hui le fait que les entreprises plaisent dans leur modèle. Après, tu veux acheter des trucs en truc chez Rome. Ça va venir. Une discussion sur le dîner de ce soir, à mon avis, qui s'est enclenchée quelque part. Mais ce que je voulais juste dire par là, c'est qu'une entreprise qui va justement créer un fonctionnement et un modèle responsable et qui vise à créer de l'impact, va attirer aussi cette nouvelle génération, on pense, de travailleurs, d'étudiants, de personnes qui vont avoir beaucoup plus de missions au fait, dans leur vie. Et c'est super important en fait, d'intégrer des programmes de ce type-là. Alors nous, on le fait parce qu'on est un peu baigné dedans, mais il faudrait vraiment, pour bien faire, qu'un maximum d'entreprises classiques fassent le pas aussi vers ce genre d'initiative. Tu peux passer à la slide suivante. C'était un peu un récap. Il y a 3 grands points. Tu peux mettre les 3 d'un coup. Si tu... Voilà. Donc, en fait, par rapport à la question, on a essayé de distinguer 3 facettes du sujet. Donc, il y en a un, c'est, comme on le disait, on travaille 100% avec des clients engagés.
Donc voilà, donc sélection des clients sur les différents critères évoqués. Le fait de vouloir travailler en intelligence collective, donc de ne pas se dire on va travailler qu'avec le département marketing ou qu'avec le département CSR, mais vraiment d'avoir une approche globale et inclusive. Et aussi, troisième point, c'était le côté inclusif, donc qu'on peut retrouver dans le point cité juste avant, mais aussi de manière plus large, c'est de se dire aujourd'hui, Coca, Nike, etc. ont de gros budgets de com. Ils peuvent faire du greenwashing parce qu'ils ont les reins solides pour se payer des gros budgets et arriver à faire des campagnes énormes. Mais en fait, on aimerait bien pouvoir offrir les mêmes outils de communication, enfin le même potentiel, mais pour révéler l'impact et pour aider des entreprises sociales, ONG ou autres. Donc, c'est vraiment le côté inclusif d'ouvrir la communication à tous. Deuxième pilier, c'est le côté au niveau des services. Alors, déjà, numéro 1, en termes de messages, donc il y a le fond et la forme. Là, c'est plutôt par rapport au fond. On va vraiment essayer de véhiculer des messages qui sont à l'encontre des stéréotypes. Donc, on ne va jamais mettre une fille à côté d'une voiture, ni un enfant noir avec le ventre creux pour promouvoir des campagnes de fundraising en Afrique. On va essayer d'axer les messages plutôt autour de messages positifs et réalistes. Deuxième point, c'était voilà, essayer d'évaluer, diminuer, compenser l'impact. Donc vraiment, à chaque fois, on a un client qui va nous dire je vais faire un site internet pour ma campagne. On va se poser avec eux, essayer de réfléchir. Ok, fine. C'est quoi ton objectif? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'arriver à ton objectif, peut-être de manière plus efficace ou peut-être de manière plus éco-responsable? Donc voilà, c'est à chaque fois évaluer, diminuer et compenser. Parce qu'aujourd'hui, on est en discussion avec CO2 Logic. Il y a aussi plein d'autres organisations qui sont là pour compenser, avec soit en replantant des arbres, soit avec d'autres programmes de compensation pour... voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est de sensibiliser le client, même s'il nous dit très vite oui une prochaine fois, c'est de lui envoyer après une mission l'impact que l'outil qu'on a développé va générer sur, par exemple, une année. Et c'est de se dire, au fait, si on intègre aussi ce fonctionnement-là, on va tout simplement donner des données transparentes au client et il va lui-même, souvent, on ne suspecte pas l'impact du digital. Il y a, je pense, une étude qui dit qu'en moyenne, alors c'est une moyenne, hein, donc on compte tous les êtres humains, on développe, chaque être humain développe, je ne sais plus si c'était une quarantaine de gigabytes de données sur le web. Ça a un coût énorme au niveau de l'environnement. Et donc, le fait de donner déjà des éléments d'analyse de données oui, et de donner voilà, une idée du poids que génère une communication, c'est déjà des éléments qui sont assez neufs pour pas mal d'intervenants, d'entreprises, et c'est important de le dire parce qu'il faut encore une fois essayer d'avoir cette approche holistique et de se dire que ok, vous voulez faire des efforts, mais faut avoir une bonne idée déjà de tout ce qui est impactant dans votre activité. Et puis il y a le dernier point. Donc on l'a un peu évoqué, c'est par rapport au modèle d'agence. Tu peux revenir juste avant, Olaf? Merci. Donc c'est sur le fait d'être structuré sous forme d'ASBL. C'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que là, par exemple, on travaille avec la Croix-Rouge sur une campagne de communication. Et donc, on leur a demandé, mais pourquoi vous travaillez avec nous et pas avec d'autres agences? Et ils nous ont répondu, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de travailler avec des grosses agences très connues partout dans le monde, qui vont dire, super, on va prendre votre cas parce que ça va nous permettre de reverdir notre image. Mais en fait, ils ne comprennent pas les problématiques du client. Ils ne comprennent pas leur budget, leurs enjeux, leurs contraintes du day-to-day. Et donc, le fait de travailler exclusivement avec des acteurs de cette taille, avec ce type de sujet, ça nous permet vraiment d'être alignés avec eux sur les méthodes, etc. Et s'il y a peut-être un dernier message à véhiculer, c'est le fait de dire, parce qu'on avait déjà fait une conférence à l'IEX, et il y avait une autre agence qui avait un peu terminé en disant... voilà, dès qu'on travaille dans ce genre de secteur, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'intérêt, il y a toujours très peu de budget. Et franchement, un des messages qu'on aimerait partager aussi, c'est le fait qu'énormément d'entreprises aujourd'hui qui veulent justement s'aligner
sur des valeurs vont aller essayer de chercher les mêmes valeurs sur toute la chaîne des suppliers. Et donc souvent, on se fait contacter, et même c'est très souvent, par des entreprises qui veulent justement travailler avec une agence qui partage les mêmes valeurs, qui fait aussi attention à toute une série de critères. Et très honnêtement, c'est vraiment un secteur aussi d'avenir, en sachant que au plus on a une clientèle qui va vouloir dégager ce genre de demande, au plus évidemment aussi ça crée de l'intérêt peut-être dans vos futurs métiers de réfléchir à ces points-là en se disant pas c'est parce qu'on travaille pour les intervenants durables et engagés qu'il n'y a pas nécessairement de traction économique derrière. Moi, je crois justement qu'on est en train de vivre vraiment cette transition et que ce genre de questionnements font de plus en plus partie des grands groupes, même aussi sur leur développement à long terme. Je ne sais pas s'il faut aller plus loin dans les questions. Je ne crois pas vraiment. Ouais. On avait mis toute une série d'exemples de missions, mais ce n'est pas le sujet du jour. Ok, super. Ouais, vraiment hyper intéressant. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais demander à Roland s'il voudrait intervenir et après, je peux donner la parole aux élèves s'ils ont quelques questions aux intervenants. Non, mais alors, bon, je ne veux surtout pas intervenir. Je voudrais bien entendre les étudiants. Juste une réaction pour indiquer le plaisir que j'ai eu à écouter cette présentation par Sango. Parce que comme ancien de Solvay, moi c'est 1975, à l'époque, jamais personne n'aurait pensé qu'on allait avoir des ingénieurs commerciaux qui allaient faire ça. Bon. Et donc, j'avais mis dans les commandements du développement du marketing durable, hein, on va en discuter, to walk the talk. Et là, je trouve que vous personnifiez ça. Vous incarnez vraiment vos valeurs. Hein. Et donc, vos intentions sont pures et nobles. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Voilà, ça, c'est ma réaction très satisfaite d'avoir entendu ce que j'ai entendu. Bravo. Merci. Du coup, je laisse la parole à des élèves s'ils veulent réagir. S'il y a des questions, des réactions, des anecdotes à partager, quoi que ce soit. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais. Moi, j'ai juste une petite question pour savoir si c'est l'accompagnement des entreprises là, avec lesquelles vous travaillez se fait juste sur le côté stratégique ou est-ce qu'il y a aussi l'implémentation justement du marketing digital ou autre via de la publicité sur Facebook, de l'affichage, etc. En termes de services, c'est assez large. On part de la stratégie, il y a aussi tout ce qui est identité visuelle, positionnement de marque, positionnement de communication, stratégie digitale, on fait tout ce qui est référencement, SEO, SEA. On fait de la production aussi de contenu, on fait de la vidéo, du live stream, de la photo. Donc, c'est très, très large en termes de services. Mais oui, donc, pour répondre à ta question, il y a bien aussi un accompagnement au niveau digital, stratégique et aussi opérationnel. C'est dans l'idée que Camille avait indiqué de vouloir fournir des services aussi performants que ce qui existe sur le marché pour des entreprises ou des organismes qui cherchent l'impact. Et je crois qu'ils ont tout à fait le droit de jouer sur les mêmes bases que le monde des entreprises conventionnelles. Mais effectivement, on fait un peu de tout. Alors, il faut bien se dire qu'il y a certains supports qui vont avoir plus d'impact. C'est toujours un peu à contre-cœur qu'on se dit, on va faire des campagnes Google AdWords ou Facebook et qu'on va potentiellement rémunérer des énormes structures mondiales qui visent des objectifs purement financiers et qu'ils optimisent leur système fiscal et autres. Mais il y a un moment donné où il faut juste accepter aussi le monde dans lequel on vit. Maintenant, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est optimiser la visibilité des intervenants et des acteurs du changement en se disant que on est dans une phase de transition et il ne faut pas penser qu'on va arriver à tout changer du jour au lendemain.
voilà, ça passe par différents Oui. types de... Et aussi, on pense que les réseaux sociaux ont un impact négatif, mais ont aussi un impact très positif dans le sens où ils permettent de véhiculer des idées très rapidement. Mais étant une entreprise qui fait du greenwashing, une fois que c'est détecté, peut prendre très très cher. Enfin, mais on avait aussi, par exemple, Deleuze a fait il y a 1 an ou 1 an et demi une opération de communication où ils offraient à la caisse des toutes petites pièces Lego pour pouvoir, au fur et à mesure qu'on fait ses courses, construire un petit jouet et l'offrir à l'enfant, je sais quoi. Et donc, c'est du plastique, c'est stupide, c'est single use. Mais typiquement, les réseaux sociaux ont permis, je crois qu'il y a un type qui a fait une vidéo là-dessus qui est hilarante et qui se fout de la gueule de Deleuze. Cette vidéo a fait un buzz énorme. Dans la semaine ou les 2 semaines ou le mois qui a suivi cette vidéo, Deleuze a changé de stratégie. Il y a énormément d'exemples du même style, donc il faut se dire aussi que cette idée un peu cliché de dire le consommateur, mais complètement, ça fait sens aujourd'hui. Et par rapport à la question des labels, c'est vrai que c'est un casse-tête parce qu'en tant que consommateur, on va se dire, pour moi, je vois une petite grenouille ou je vois un label Fairtrade, je me dis que c'est bien. Alors déjà, ces labels-là, c'est compliqué parce qu'en général, ils traitent que d'une facette du sujet, donc ça va être soit par exemple le secteur écologie ou social ou environnemental, mais très rarement de manière holistique. Et je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur Netflix, Seaspiracy, qui parle de la pêche. Bon, alors il y a des chiffres qui ont été mal repris, mais voilà, par exemple, on parle de Dolphin Safe ou d'un label où on essaye de faire croire aux consommateurs que quand on va acheter du thon en boîte, on va avoir le petit label qui dit que en fait, ils trient en pleine mer les poissons et qu'ils font attention de ne pas prendre de dauphins. C'est n'importe quoi. Et puis alors on se rend compte via ce documentaire que voilà, le label qui est derrière, c'est un label qui fonctionne au membership, qu'il y a un objectif financier derrière. Et qu'il y a Unilever derrière, qui est une énorme marque avec des budgets énormes, qui en fait des budgets de communication et de marketing pour promouvoir leur label, qui au final est du gros bullshit. Donc, mais le fait que ce genre d'infos sortent sur les réseaux, sortent sur Netflix, sortent pour que le grand public soit informé, on va être de moins en moins tolérant et on va avoir de plus en plus de capteurs pour arriver à filtrer un peu l'information. Même si ce n'est pas le rôle du consommateur de le faire, on va être de plus en plus sensible. Je me permets d'intervenir en espérant que les étudiants vont réagir quand même. Mais donc, par rapport à Unilever, vous savez qu'il existe le World Business Council for Sustainable Development, ce sont des grosses boîtes qui financent en fait des réunions à l'ONU. Et donc, Unilever est perçu dans les meilleurs élèves en termes de développement durable. Et c'est pour ça, je pense que pour les étudiants, il peut y avoir une confusion. Moi, je suis très heureux de vous entendre parler comme ça d'Unilever. Moi, j'ai démarré pendant 1 an ma carrière chez Iglo, là, il y a 45 ans. Mais donc, c'est clair que c'est une société qui a compris que, puisque leur menace, ce sont les marques propres, donc ils doivent se distinguer, ils doivent amener quelque chose de qualitatif, et donc ils ont compris qu'ils devaient aller vers, mais ils ont un mal fou, effectivement, à le faire. Et donc là, on a moi, ce que j'entends ce soir, vous êtes dans une activité de niche, vous êtes une ASBL, donc vous êtes vraiment dans vos valeurs, et toute la question, c'est comment on quitte l'activité de niche. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Carrefour ou l'exemple de H&M. Là, il y a une forme de greenwashing dans la mesure où, globalement, l'entreprise continue à travailler comme avant, mais elle se crée une niche. Là, on est en train de parler de vous comme niche, mais vous êtes à 100% clean. Comment on fait ensemble avec les étudiants, les gens qui votent, ceux qui achètent, pour atteindre le plus rapidement possible? Alors, il y a des théories, les 15 ou 20% qui font que la niche devient un élément qui va vraiment déranger le système, quoi. Voilà, ça c'est le vrai débat. Et alors, moi, je voudrais lancer justement le débat sur le terme marketing. Donc, vous avez très bien commencé en disant le marketing, pour vous, c'est un outil. Mais donc, le mot le dit. Moi, je pense, en ayant revu ça, l'histoire du marketing,
Au départ, c'est une idée très noble, c'est d'aller voir quels sont les besoins des clients pour les satisfaire. Et puis, avec le temps, c'est devenu pervers. L'intention, qui était bonne, vous avez employé ce mot intention, il est fondamental. À partir du moment où on crée le besoin chez le consommateur pour augmenter les ventes, y compris avec des trucs qui servent à rien, mais on a bien compris qu'on est toujours dans du marketing, mais ce n'est plus du tout la même intention. Donc, tout est relatif aussi, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Encore des questions? Mais juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Roland, quand tu posais la question de comment est-ce qu'on fait maintenant pour basculer vers un système plus durable, rien que le fait qu'il y ait ce type de cours dans des universités de marketing, de business, ça permet quand même de sensibiliser les personnes qui seront des futurs cadres dans l'entreprise. Et j'espère que ces personnes-là qui vont être confrontées à des marches pour le climat, à des documentaires un peu sur les réseaux, etc., j'espère que les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a envie de ça? Et que ça va quand même un peu secouer les Mais ça bouge, hein, habitudes. une boîte sans valeur, L'Oréal, quand tu vois les transitions qu'ils effectuent en interne, parce qu'ils remarquent que les futures ressources iront dans d'autres structures si L'Oréal ne fait pas réellement des modifications dans son modèle. Et donc, moi, je crois que le problème, c'est l'accélération, c'est faire en sorte qu'on accélère cette tendance, mais beaucoup de choses bougent. Oui, tout à fait. Hein. Et donc, quand j'étais au SPF, j'étais invité par Essentia, la Fédération de la chimie et sciences de la vie, pour commenter leur rapport de développement durable. Et c'était mon message, il y a déjà une dizaine d'années, en disant vous devez modifier votre manière de faire, parce que sinon, vous n'allez plus attirer les jeunes qui ont compris que le monde devait changer, quoi. Ça me paraît fondamental. Mais ne soyons pas dupes non plus. Hein. Donc, il y a un cours d'introduction au développement durable maintenant à Solvay, uniquement du côté économie, pas du côté ingénieur de gestion, qui, à mon avis, en ont plus besoin. Et la difficulté, c'est comme l'histoire de la niche. Un cours d'introduction au développement durable en premier bachelier, c'est bien, mais c'est le cours d'économie qui doit être complètement renouvelé. Le développement durable, ça se fait partout. Ça ne se fait pas dans un petit cours en démarrant ou même un cours en 4e ou en 5e. Il y a Harold là, qui a l'air de vouloir parler, et peut-être d'autres. Oui, pardon, je suis désolé, je voulais lever la main, mais j'ai peur que ma question soit un peu hors sujet. Je suis arrivé ici un peu par hasard, mais je trouvais que cette conférence était très intéressante, donc déjà, je vous remercie. Mais je voulais vous poser la question concernant tout ce qui est le marketing. Vous aviez dit vous-même, enfin, vous aviez montré ce cartoon qui disait que c'était beaucoup plus simple d'aller se mettre dans une illusion réconfortante plutôt que d'aller vers plutôt que se confronter justement à une information qui était déplaisante. Je pense qu'il y a en tout cas, il me semble qu'il y a quand même aussi une grande partie de la société, un grand nombre de personnes qui restent quand même très désinformées et qui profitent de cette désinformation pour aller dans ce déni. Comment est-ce que vous pensez est-ce que éventuellement vous avez des solutions ou des pistes avec lesquelles le marketing pourrait justement d'une certaine manière déconstruire cette désinformation? Je sais qu'il y a l'histoire des labels, etc. Mais de nouveau, les labels peuvent être falsifiés, peuvent être aussi pas complètement transparents. Quelle piste justement il y aurait moyen d'exploiter pour, de manière générale dans la société, être sûr et certain que les personnes qui même n'ont peut-être pas le temps de s'informer puissent être justement moins désinformées? Désolé si la question est un peu confuse. Non, mais écoute, je pense que c'est très difficile de bien exprimer cette question. Moi non plus, je n'arriverai pas à le faire. On est sur le cœur du débat ici. C'est que, par exemple, je travaille pour le Club de Rome avec Sandrine Dixon de Clèves. Son rêve, c'est d'arriver à manipuler les médias sociaux comme Trump l'a fait. Donc, c'est pour dire, et là, je caricature un petit peu parce que c'était un peu le propos qu'on a entendu de la part de Sango, hein, qui est de dire ce sont des outils. À partir du moment où ce sont des outils, ben, utilisons-les au mieux. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenant mieux utiliser les outils? Moi, je suis alors à la fois pessimiste et réaliste.
c'est que je ne crois pas trop à l'histoire de l'outil, je crois à l'histoire de l'intention. Donc, si on a tellement de gens peu informés ou pire, mal informés, c'est parce que la société a évolué comme ça et que on offre aux gens un ronronnement. Ce que j'ai essayé de faire ce soir, j'espère que vous l'avez compris, c'est sans vous démoraliser, c'est lancer des alertes, comme Lucie le fait à travers Youth for Climate. Et finalement, ce n'est pas de crier au loup ou de venir avec des choses excessives, c'est juste de dire, comme Greta Thunberg le fait depuis 2-3 ans, regardez la science. Bon, et donc il y a un problème de société. Alors, qu'est-ce qui peut faire changer les choses? Eh bien, c'est pour ça que je suis là avec vous. Moi, je suis de la génération précédente. Je me sens mal à l'aise avec ce qu'on vous lègue. Et donc, ce sont évidemment les jeunes qui, maintenant, doivent dire qu'ils ne veulent pas continuer comme ça. Et je dirais qu'il y en a 10 ou 15% qui le disent. Il faudrait qu'il y en ait plus. Et donc, eh bien, encore une fois, partout, tout le monde, à tout moment, on doit aller dans cette direction. Le problème, c'est que vous avez des gens qui continuent par intérêt à faire le contraire. Alors, pendant que j'entendais, j'ai noté une petite chose ici concernant un exemple de greenwashing, et je vais parler de BP, hein, British Petroleum. Eh bien, il y a 20 ans, quand j'étais chez Greenpeace, ils ont communiqué en utilisant leurs initiales BP, Beyond Petroleum. Et donc, il y a 20 ans, de dire, nous avons compris que nous ne pourrions pas exploiter tous les gisements de pétrole parce que ça émettrait trop de CO2, qu'on allait augmenter le quota et qu'il y aurait une hausse des températures inacceptable. Donc, il y avait une prise de conscience. Il y a probablement un patron là qui a voulu le faire il y a 20 ans. Eh bien, aujourd'hui, on a oublié Beyond Petroleum. BP est toujours une société pétrolière comme les autres. Alors maintenant, c'est Total qui commence à se mettre dans le renouvelable. Mais si vous êtes patron, vous voyez que 95% de vos profits proviennent du pétrole. Eh bien, vous continuez à le faire parce que dans la tête de ces patrons, c'est comme dans la tête des joueurs de foot, augmenter ma valeur, valoir 100 millions et puis 150 millions d'euros, et bien le patron, il a un bonus de 5 millions d'euros, il a envie d'avoir un bonus de 7 ou 8 millions d'euros. Alors, comment on change ça? J'ai une solution. Vous lisez Spinoza, par exemple, et vous allez vous détacher progressivement de ça. Mais c'est plus facile à dire à mon âge qu'au vôtre. Merci pour votre réponse. Je ne connais pas Spinoza, mais ça a l'air intéressant. Est-ce qu'il y a encore des questions? Eh bien, là, je serais tenté, pour faire une boutade, on ferait mieux de donner un cours de philosophie avec des bons philosophes comme Spinoza, plutôt que de donner certains cours de marketing. Je vois qu'il y a une question de Gilles Coulon. Oui, alors, je n'ai pas une question, c'est juste pour remercier nos intervenants et plus généralement Nextsense de nous proposer dans ce contexte de pandémie ce genre de conférences très intéressantes. On se posait la question de comment sensibiliser les étudiants. Ben, je sais que Nextsense, c'est un vecteur d'information et de sensibilisation au sein de l'université. Et voilà, je voulais juste les remercier et remercier nos intervenants pour cette conférence. Oui, alors moi, j'avoue, je découvre Nextsense et je suis un peu honteux de ça. Je trouve ça formidable et si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, je le ferai avec plaisir parce que l'intention qu'il y a derrière Nextsense, c'est formidable. Pareil de notre côté. Merci beaucoup. Je peux encore poser une petite question? Oui, bien sûr. Top. Moi, je me posais la question, vous parliez justement que les réseaux sociaux, ça peut avoir un côté positif, là je suis d'accord, mais je me posais la question si, justement, chez les marques avec lesquelles vous travaillez, il y a parfois
une gêne justement, ou en tout cas un petit souci à utiliser les réseaux sociaux ou autres, et ils aimeraient bien utiliser autre chose. En fait, j'ai quand même l'impression que le monde de la publicité n'a pas énormément suivi justement le train de l'écologie. Et donc, c'est bien qu'il y ait des agences comme la vôtre, mais j'ai l'impression que si on veut faire utiliser des canaux marketing, il n'y a pas grand-chose qui peut être utilisé, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que certains de vos clients cherchent d'autres choses, sont justement un peu frustrés de devoir utiliser Facebook, ou ils se disent, ben, on n'a pas le choix, en fait, si on veut être visible dans le digital. Ouais. Vas-y. Pour être honnête, on a pas mal de clients qui sont sensibles à ces questions, mais peu vont le mettre dans le cahier des charges lors de l'appel d'offres en disant pour moi, c'est une des priorités. On a certains clients qui sont venus nous voir en nous disant nous, c'est notre top one, on veut avoir un site qui émette zéro émission carbone, on veut avoir un site en noir et blanc qui consomme très peu, on ne veut pas avoir d'image, on veut avoir une politique de cookies qui ne soit pas intrusive. Donc, il y a certains clients qui vont nous demander, mais c'est encore un taux qui est assez faible. Mais les réseaux sociaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage, mais on est un peu bloqué. On aimerait bien qu'il y ait d'autres réseaux alternatifs qui fonctionnent différemment au niveau des données privées, qui fonctionnent différemment au niveau des algorithmes, qui nous incitent à uniquement vivre dans un seul monde et ne pas voir le reste. Donc, on est 1000 fois d'accord là-dessus. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu désolant, mais aujourd'hui, ça dépend évidemment des objectifs. Mais si une marque veut toucher une audience sur des canaux digitaux, il n'y a malheureusement pas beaucoup de choix aujourd'hui et d'alternatives. Mais qui sait, c'est avec, encore une fois, de l'information, des scandales, des documentaires que voilà, les tendances vont peut-être évoluer par la suite. Maintenant, c'est un peu des incontournables, mais c'est comme Google. Dans les pays occidentaux, on est à plus de 90-95% des recherches sur des moteurs de recherche qui sont faits via Google. Donc, évidemment que quand on développe un site Internet, il est de sa base développé pour remplir les critères de Google pour que quand quelqu'un tape Croix-Rouge, on tombe vraiment directement sur Croix-Rouge et pas sur d'autres choses. Donc, bref, c'est un peu compliqué de sortir de ces carcans, de ces chemins obligatoires. Mais donc, ce que je voulais vous demander, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé avec Danone et Emmanuel Faber? Ça, c'est quand même un truc très intéressant en termes de green et de développement. Vous avez le patron de Danone qui veut vraiment changer sa société et la rendre réellement durable, et il ne se fait pas évincer totalement, mais il était PDG, il n'est plus que directeur exécutif et peut-être il va se faire virer prochainement. Le conseil d'administration a dit « ça ne nous intéresse pas, ce que nous voulons, c'est plus de rentabilité tout de suite ». Ouais. Et cet exemple-là, si vous ne le connaissez pas, tapez sur Google ou un autre moteur de recherche. C'est très intéressant pour vous d'aller regarder ça. C'est une vraie discussion, quoi. Pas que dans le triangle. Mais j'en avais entendu parler, effectivement. Mais voilà, je ne suis pas spécialiste non plus, mais je suis un peu dans la manipulation des données pour rentrer justement en concurrence avec d'autres entreprises et manipuler, comme vous dites, les cours de bourse, etc. Parce que ça peut aller très loin, ce genre de choses, manipuler l'information qui, à la base, est correcte. Il y a soit greenwashing ou pas greenwashing, mais juste pour concurrencer d'autres entreprises et leur porter, je dirais… Christine, ici, tu parles, pour moi, là, tu es vraiment dans un autre sujet. C'est la communication de démolition. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais… Peut-être pas principal, oui, effectivement. Je pense qu'on va passer, si ça va, à une autre question, parce que normalement, la conférence se termine à 20h15. Du coup, on aimerait bien permettre à tout le monde de poser ses questions. Moi, je vais vous quitter parce que je suis en bibliothèque et on est en train de me mettre dehors. Donc, je vais passer la parole à Valérie qui va reprendre la parole pour Nexense. Mais merci beaucoup, Benoît, Camille et Roland. C'était hyper intéressant.
Oui, Au bonsoir. revoir. Oui, bonsoir tout le monde. Du coup, je me présente, je suis la présidente de Make Sense. Mais je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je vois que Emma lève la main, Ouais. si tu veux y aller. Oui. Déjà, merci beaucoup pour vos présentations super intéressantes. Et donc là, j'ai une petite question pour plutôt Sango. Vous avez parlé de sélection de vos clients. Et donc, je me demandais si vous essayez de sélectionner des entreprises qui s'alignent plutôt avec vos valeurs ou si vous essayez plutôt de travailler aussi avec des entreprises dont la communication n'est pas top, mais du coup, pour les amener à changer et avoir un réel impact. Parce que j'ai compris que vous travaillez avec la Croix-Rouge, qui a parfois eu des communications avec des images, comme vous disiez, avec des enfants en Afrique, avec des ventres ballonnés, etc. Du coup, je me demandais si voilà, vous essayez aussi de changer un peu, de convertir des entreprises. Mais je crois, c'est personnellement, et je crois qu'on partage cet avis avec Camille, c'est le grand enjeu de notre société, c'est de ne surtout pas segmenter le monde avec les convaincus qui vont être super extrêmes dans leurs idées et qui vont rejeter absolument tout autre fonctionnement qui n'est pas pur de bonnes intentions et de bienveillance pour l'environnement et la vie. Et nous, notre approche, c'est de dire que aujourd'hui, les entreprises qui sont nocives pour la planète, ça représente sans doute, je ne sais pas, mais c'est un énorme pourcentage des entreprises aujourd'hui. Et donc, le problème, il est là. Le problème n'est pas dans la communication, sans doute, des non-profits et des super organisations à impact, qu'elles soient à profit ou pas, comme Patagonia. Mais donc, nous, clairement, on est toujours très ouverts à être en contact avec des entreprises plus classiques qui vont, et c'est ce qu'on le disait, d'une bonne ou mauvaise intention, vouloir faire des efforts. Nous, on est des experts en communication, on n'est pas des experts en business dev ou en pivot d'entreprise, donc il faut aussi voilà, laisser les rôles et les compétences de chacun à sa place, mais clairement, on est, nous, super ouverts d'aider des entreprises classiques à revoir leur modèle et à les aider dans ce chemin-là. Tant que la base, donc la sincérité, la transparence, l'honnêteté, la volonté de s'inscrire dans du long terme et dans un écosystème durable et pas juste sur la partie visible de l'iceberg, tant que tout ça est validé, on est OK pour s'engager avec des acteurs et les aider justement à se transformer. Mais donc voilà, on est très ouvert et on fait du cas par cas en fait. Ok, super, merci. Mais c'est une question qui est très difficile. C'est une question difficile. J'imagine, oui, j'imagine bien. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. On peut encore attendre 2 secondes, mais je pense qu'on va clôturer bientôt. Moi, j'ai juste une petite dernière question, du coup. Alors, juste, en fait, on parlait des réseaux sociaux, de Google et tout ça. Et je voulais savoir si, par hasard, parce que moi, j'avoue que je ne me connais pas assez dans ce domaine-là, je sais qu'il existe Ecosia, qui est un peu un alternative de Google. Et je voulais savoir, du coup, si vous saviez s'il existe d'autres alternatives, entre guillemets, pour les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, qui est dans la même un peu éthique, pensée que Ecosia, quoi. Ecosia, donc on est sur un moteur de recherche. C'est un projet absolument fantastique qui fonctionne très bien et qui est basé sur un modèle en soi assez simple et compréhensible. Donc là, on parle vraiment de moteur de recherche. Réseaux sociaux, c'est un peu ça le problème. Hein, c'est que soit on est dans le coup, soit on ne l'est pas aujourd'hui. Et donc, il y a très peu d'alternatives qui seraient intéressantes à citer aujourd'hui sur un équivalent de Facebook qui rassemble autant de monde avec autant de fonctionnalités. Et voilà, l'avantage aussi de Facebook au niveau de ses fonctionnalités, c'est que tout le monde y trouve un peu son compte entre une entreprise, quelqu'un qui veut faire un événement, un individu comme nous qui veut se connecter avec ses amis. Donc, il y a de temps en temps des alternatives qui se créent, mais vraiment en parlant
d'un réseau social en tant que tel qui a aujourd'hui le poids de pouvoir créer une transition et un changement, moi, j'en ai pas en tête. Maintenant, au niveau de la communication des données, voilà, il y a Signal pour un peu un équivalent WhatsApp, où justement on va pouvoir être certain que les données soient cryptées et privées, et donc que du coup il n'y ait pas un échange global des données qui soient échangées. Il y a évidemment des solutions qui émergent, mais le problème c'est que Signal, ça reste une app assez basique à développer, mais quand on parle d'un Facebook, c'est un empire à monter, et aujourd'hui malheureusement c'est pas assez courant d'entendre des alternatives. Ok, ça va. Merci beaucoup. Bon, peut-être une dernière question. Je vois que Claudie lève sa main encore. Oui, tout d'abord, merci pour cette conférence vraiment super intéressante. J'avais juste une petite question par rapport au label que vous avez mentionné, qu'il y en avait très peu, qui reprenaient les triple bottom line, économie, sociale et écologie. Et je voulais un peu avoir votre point de vue sur la certification B Corp, qui est beaucoup utilisée par de nombreuses entreprises de nos jours. Donc, juste pour avoir votre point de vue par rapport à ça. B Corp, hein, je ne sais pas si Roland veut s'exprimer là-dessus. C'est pour nous, il ne faut pas être trop exigeant non plus. C'est-à-dire qu'il faut se dire que, enfin, c'est ce qu'on pense, hein, que chaque pas vers du concret, du positif, c'est déjà ça de gagner. Et je pense vraiment que notre génération et la vôtre et celle qui va suivre va être de plus en plus exigeante. Et qu'aujourd'hui, voilà, c'est comme le rappel des traités sur le climat et le fait que voilà, les récents traités de Paris ont été évidemment une énorme nouvelle parce qu'il y a une forme d'accord qui a été dessinée. C'est un pas. Ensuite, il faut que les choses concrètes continuent de s'activer. Et je dirais que B Corp, bon, on n'est pas du tout expert là-dedans non plus, mais c'est une solution vraiment qui permet voilà, de déjà avoir une démarche. Alors peut-être que certains vont l'utiliser pour vite mettre le label sur leur PDF de vente ou sur leur site internet, mais on en parle, les gens deviennent conscients de ce genre de critères à suivre, et c'est déjà franchement un super pas. Maintenant, évidemment qu'il y a plein de choses qui peuvent être critiquées par rapport à ce label, mais il y a un moment donné où il faut y aller. Voilà, je crois qu'on sait qu'on ne va pas changer tout du jour au lendemain, donc on met un certain temps à s'adapter en tant que société. Donc l'idée d'aller step by step, mais de devenir de plus en plus critique. Aujourd'hui, il y a des choses en greenwashing qui ne passent absolument plus et qui se faisaient dans les années 90, où la société a quand même tellement évolué sur ces questions-là. Aujourd'hui, bon, ça fait quand même depuis une bonne dizaine d'années que ce sont des sujets mais centraux dans notre société, la crise climatique, etc. Donc on parle beaucoup, il n'y a peut-être pas encore assez d'action, mais au moins on en parle. Et dans les années 90, sans doute qu'on en parlait vraiment pas assez. Donc moi, je fais un peu confiance à cette idée-là que les choses évoluent et de manière organique, peut-être pas assez rapide, et B Corp sans doute s'aligne sur cette transition, mais qu'il faut toujours exiger plus et mieux, mais sans doute que ça se fera par la suite. Oui, ben alors, quelques anecdotes par rapport à ça. Donc, B Corp, je pense que c'est intéressant. C'est beaucoup mieux que ça existe que ça n'existe pas. On est au niveau des intentions, il faut regarder tous les critères, mais le risque que je vois là-dedans, c'est comme le World Business Council for Sustainable Development, ce sont quand même des très grandes entreprises multinationales qui, en proposant du volontaire entre guillemets ambitieux, contrôlent la situation et évitent d'avoir du légal, de l'obligatoire venant des États. Ça, il faut regarder. Mais sinon, par rapport au label, le mot que je veux employer pour ce soir et que vous le reteniez, c'est le côté relatif. Je vous ai montré les enjeux
et les défis, ils sont énormes. Donc, tout doit être fait. Et donc, Bicorp, aujourd'hui, c'est comme l'objectif de 2030. C'est une étape. Il faut aller à l'objectif de 2050. Donc, c'est bien, il faut faire mieux. Est-ce que tout le monde est chez Bicorp? Non. Bon, donc, il faut en tout cas le recommander. Mais juste une anecdote par rapport au label. Pour le bois, vous avez le Forest Stewardship Council, FSC. Il y avait un autre label qui s'appelle PEFC. Je ne rentre pas dans les détails, mais deux labels concurrents. Eh bien, WWF soutenait le label FSC et faisait partie, si vous voulez, était associé comme un peu un organisme de contrôle. Et donc, il y avait la légitimité d'être avec WWF. Et bien, pendant ce temps-là, Greenpeace disait ce label FSC, ce n'est pas encore suffisant. Hein. Donc, ça ne garantit pas vraiment la préservation des forêts vierges. Donc, il y a toujours quelqu'un qui va demander quelque chose en plus. Et ça, en termes de communication aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça amène immanquablement à une confusion. C'est d'une complexité incroyable. Et ça, c'est donc pour moi un peu inquiétant. Et comme ancien fonctionnaire, devant tout ça, je crois que c'est très bien d'avoir des initiatives volontaires, mais si on veut s'en sortir, il n'y a rien à faire. Il faut aller vers le règlement obligatoire avec des sanctions pour ceux qui ne respecteront pas les règles. Et le premier malentendu et malheur aujourd'hui, c'est que les États qui n'agissent pas suffisamment légalement, ils font quelque chose de bien plus stupide, ils continuent à financer et à subsidier, par exemple, les énergies fossiles. Donc là, on est dans l'incohérence. Et donc, les gens de Sango vous en parleront. La première chose en termes de communication, c'est d'être cohérent. Donc, d'aller dire, nous voulons être ambitieux et il faut absolument réduire les émissions. Et il y a encore des financements. En Belgique, par exemple, les véhicules de société, ça commence à bouger, mais c'est incohérent. Et donc, il faut enlever les incohérences parce que dès qu'il y en a une, il y a doute. Et s'il y a doute, il n'y a pas action, il y a inertie. Et l'inertie, inutile de vous dire, puisque vous avez vu mes graphiques exponentiels, si on est dans l'inertie et qu'on continue à émettre, évidemment qu'on ne va pas respecter les objectifs ni de 2030 ni de 2050. Et puis il faut se dire que l'État est là pour réguler et c'est évidemment super si des choses s'activent à ce niveau-là, mais ensuite il y a quand même, et vraiment, je crois que c'est important de le citer, mais l'idée de se dire qu'on est consommateur et que si on prend l'exemple de ce label-là, FSC, il y a le scandale de Cache Investigation, donc l'émission sur France 2 avec Élise Lucet, qui montre que Ikea labellise toutes ces forêts avec ce label-là, alors que derrière, les certificats sont distribués un peu n'importe comment et en fait, on remarque juste que tout le monde joue sur ce flou un peu du sous-traitant qui indique que... Et donc, ce genre de scandale, mais de mass média, hein, donc là, c'était France 2, ça a créé un mouvement de contestation contre Ikea. Et donc, encore une fois, il faut se dire que l'État, c'est évidemment formidable s'il y a des choses qui s'activent à ce niveau-là, mais il ne faut pas non plus oublier voilà, le pouvoir que la personne qui a fait cette vidéo sur Deleuze et qui a fait changer la direction de Deleuze au niveau du marketing, c'était formidable. Là, un lanceur d'alerte ou un journaliste qui lance aussi voilà, un scandale comme ça, mais bien ficelé et cohérent, ça a un impact aussi énorme. Donc, c'est un peu à tous les niveaux qu'il faut que ça s'active. Mais je pense que beaucoup de marques... Benoît, tu as tout à fait raison, mais il y a un lien évident, hein, c'est que nous sommes à la fois citoyens et consommateurs, acteurs de préférence, et donc c'est clair que si le personnel politique se rend compte qu'il y a la vraie demande pour les produits et que les gens sont prêts à changer d'attitude, mais ce sont aussi des électeurs potentiels et donc ils seront plus enclins à amener les législations dont on a besoin. Donc tout va dans le même sens, hein, et je dirais que la prise de conscience des limites de la planète, elle est là, insuffisamment à mon avis. Une fois que c'est vraiment clair, eh bien, tout peut basculer très rapidement.
Et donc, c'est pour ça que le message d'espoir que je veux vous donner à tous ceux qui ont écouté ce soir, il ne faut rien lâcher. Il faut essaimer et il faut répandre ces bonnes paroles. Et donc, encore une fois, bravo d'avoir… Cette idée d'être en ASBL, c'est vraiment quelque chose de pertinent. Hein. Ce qui est marrant, c'est que les gens pensent que c'est parce qu'on développe une ASBL qu'on va mal se payer. Aujourd'hui, avec la réforme des entreprises, une ASBL peut vraiment avoir une activité commerciale et c'est juste un message qu'on envoie à nos clients, mais aussi à nos collaborateurs, c'est de dire que notre but, c'est simplement tout peut fonctionner en ASBL aujourd'hui. Un garage, un supermarché, n'importe quoi. Et c'est juste l'idée de se dire, nous voilà, mais on comprend si certains le font d'une autre manière, mais on a envie de s'engager dans une logique où il n'y a pas une optique de vouloir se rémunérer sur chaque service et de faire en sorte qu'il y ait des actionnaires derrière qui en tirent un bénéfice. Donc c'est amusant parce que j'allais justement dire, ce qui est formidable, c'est que vous vous faites rémunérer honnêtement pour tous les services que vous prestez, ce qui est complètement logique, et que le but, l'intention de base, ce n'est pas d'augmenter les profits et de distribuer des dividendes. Donc, la clé, elle est là. La clé, elle est là, parce que ce qui est un peu pourri dans le système, c'est que si tout le monde n'est là que pour le profit et que tout le monde veut faire du 15% de return sur l'actionnaire, pour l'actionnaire, c'est évident qu'on va continuer à foutre en l'air la planète. Merci beaucoup pour ces réponses très intéressantes. Je vois que Emma, tu as encore la main levée. Je ne sais pas si c'est de là tout à l'heure ou si tu as une autre question. Non, je ne sais juste pas comment on lève, désolée. Parfait, pas de souci. Est-ce qu'il y a encore une dernière petite question peut-être? Sinon, on va clôturer ici. Ok, bah, je pense qu'on va clôturer alors. Un grand merci à Roland Moreau et Sango pour votre présence ce soir. Je voulais aussi remercier le Marketing Club avec qui on est en collaboration pour cet événement. Donc voilà, Maeve qui est là aussi, merci beaucoup pour la collaboration et merci aussi pour ce que vous avez dit par rapport à Nexense. C'est vrai qu'on travaille très dur depuis l'année passée pour prendre notre place à Solvay et essayer d'avoir un petit impact. Donc on travaille encore et j'espère que ça continuera comme ça aussi dans les années à venir. Je ne sais pas si vous avez encore un petit mot de la fin ou si vous voulez encore dire quelque chose pour nos étudiants et étudiantes. Moi, le mot de la fin, c'est que j'ai découvert Nexense. Bon, j'ai découvert le Marketing Club, mais je ne suis pas étonné. Nexense, je suis vraiment positivement étonné et je suis vraiment à votre disposition parce que c'est génial que vous soyez là à Solvay. C'est gentil, merci. On essaie justement aussi d'améliorer la communication avec les professeurs, donc je suis aussi très contente d'entendre ça de votre part. De notre côté, merci à vous pour l'invitation. Toujours un plaisir de pouvoir aussi évoquer voilà, ce que nous on vit en tant qu'agence et montrer que d'autres modèles sont possibles. Et voilà. Merci à vous. Bah, parfait, mais avec plaisir. Merci à vous et merci à tout le monde qui a suivi la conférence et qui est encore là après presque 2 heures de conférence. Mais voilà, on va clôturer ici. Du coup, bonne soirée à tout le monde et à bientôt, j'espère. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, tout comme le Marketing Club. On poste beaucoup, on est assez actifs là-dessus aussi. Donc,